Je voudrais remercier Monsieur le professeur Bosfeha parce qu'il a réussi à nous injecter le virus des déficits immunitaires primitifs et je crois que j'ai réussi à le faire aussi avec mes collègues au service, donc j'en suis fière. Et je voudrais également remercier Madame Moudatir et toute l'équipe de médecine interne pour nous avoir invités à cette réunion qui se veut pluridisciplinaire. Et donc, je parlerai des manifestations respiratoires du déficit immunitaire commun variable. Et donc, pour commencer, je dirais que depuis la première description de la gamma-globulinémie par Bruton en 1952, plus de 300 déficits immunitaires ont été décrits. Leur prévalence, donc je ne vais pas me répéter, elle a été estimée en France entre 1 sur 5 000 et 1 sur 10 000 en France. Malheureusement, comme on l'a déjà dit, ce sont des pathologies qui restent largement sous-diagnostiquées. Ils vont schématiquement concerner l'immunité innée et l'immunité adaptative, humorale et ou cellulaire. Et donc, selon le Jeffrey Model Foundation, le nombre de DIP actuellement confirmés est de 30 280 cas. Mais comme vous le voyez, on l'a déjà constaté, ce chiffre ne représente que la partie apparente de l'iceberg, puisque de très nombreux cas ne sont pas encore diagnostiqués, notamment en Afrique et en Asie, et même dans certains pays développés. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Selon l'unité d'immunologie clinique, les déficits en IgA et les déficits immunitaires communs variables sont de loin les plus fréquents. Dans notre service, on a pu colliger de 2009 à 2016 7 cas de déficit immunitaire primitif qui ont été révélés par une manifestation respiratoire. En fait, c'est des patients qui ont présenté des symptômes respiratoires qui sont venus nous voir. Et dans le cadre du bilan, donc on avait suspecté un déficit et on a quand même pu confirmer 2 déficits immunitaires communs variables, 3 déficits en IgA, un syndrome d'hyper-IgE, un syndrome de Buckley, et un déficit en complément qui est toujours en cours donc c'est un patient du docteur Chanoun qui est toujours en cours de bilan. Et actuellement, on a encore un malade, on a vu avec vous, M. Bosfeha, un malade au service qui a des foyers de dilatation de branches et on a encore aussi de le bilanter. Voilà, donc ces déficits, comme ça a été déjà dit, vont entraîner une augmentation de la susceptibilité aux infections, d'une part, de la susceptibilité aussi des maladies auto-immunes, des réactions granulomateuses systémiques, des néoplasies et même des hémopathies malignes. Alors, les premières manifestations cliniques surviennent à l'enfance, voire même à la période néonatale, mais le seul déficit, je dirais, qui se manifeste à l'âge adulte est le déficit immunitaire commun variable. Alors, nous, les pneumologues, on les suspecte devant, donc surtout des infections respiratoires récidivantes de l'adulte. Alors, justement, le diagnostic doit être évoqué devant un épisode infectieux inhabituel. Je le répète, ça a été dit par M. Bosfeha et je le répète, inhabituel que ce soit par ses manifestations, par sa fréquence ou dans le cadre d'un contexte familial déjà connu. Alors, les DIP vont être classés en 4 grandes catégories qui vont pouvoir concerner le pneumologue. Il y a les déficits immunitaires humoraux, les déficits immunitaires cellulaires et combinés, les déficits primitifs de l'immunité innée et enfin la susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes. Et donc aujourd'hui, on va parler des déficits immunitaires humoraux et spécialement du déficit immunitaire commun variable. Alors, les déficits humoraux sont les plus fréquents. Les manifestations respiratoires sont les plus fréquentes également et surtout infectieuses. C'est un déficit de production des anticorps. Il représente 70% des déficits primitifs et avec une susceptibilité accrue aux infections des voies respiratoires, que ce soit hautes ou basses, bien sûr avec des infections digestives. Alors, le déficit immunitaire commun variable est le déficit humoral le plus fréquent. Sa physiopathie, elle a été très bien détaillée par Mme Moudatir, quoiqu'elle reste encore imparfaitement connue quand même. Les cas sporadiques sont les plus fréquents, mais on retrouve quand même 5% de formes familiales.
et il se révèle à l'âge adulte. C'est ça le plus important pour nous, parce que nous voyons des adultes avec autant de femmes que de femmes vers la 2e, 3e décennie, avec une prédominance de l'haplotype HLA1B8TR3. Alors, il a été défini par Conley en 1999 comme étant un déficit de production des anticorps, avec diminution des gamma-globulines, soit inférieure à 5 grammes sur l'électrophorèse des protéines sériques, l'absence d'isohémagglutinine ou l'absence de réponse vaccinale et l'exclusion des diagnostics différentiels d'hypogamma-globulinémie. Ça a été aussi bien détaillé par Madame Moudetier. Et donc, le dosage pondéral des immunoglobulines et de leur sous-classe est indispensable, des immunoglobulines A et des IgM, pour pouvoir préciser le type de déficit immunitaire comme invariable. Il est dit probable si les IgG et les IgA sont diminués, et possible si on a une diminution des IgG ou des IgA ou des IgM. Alors, les manifestations respiratoires, elles sont essentiellement infectieuses, et on va voir également les manifestations non infectieuses. Alors, sur ce tableau, donc les principales manifestations cliniques ont été détaillées, et on voit très bien que c'est les manifestations respiratoires qui sont les plus fréquentes. Donc, les pneumonies représentent 86% dans l'étude de Hermans et 63% à 83 dans les autres études. Donc, on voit très bien que c'est les infections respiratoires qui sont les plus fréquentes, suivies par les autres infections extra-respiratoires et digestives. Alors, les infections des voies respiratoires supérieures et inférieures sont surtout chroniques, récurrentes. Elles peuvent donc se manifester par des sinusites, des otites, surtout des bronchites et des pneumonies. Elles n'ont pas de caractéristiques cliniques ou radiologiques particulières. Et la mortalité et la morbidité est surtout liée aux séquelles qui sont engendrées à long terme par ces manifestations. Alors, dans la série d'Oxendler, qui avait porté sur 252 patients atteints de DICV, l'âge médian était de 44 ans et 91% des symptômes étaient des symptômes respiratoires et surtout des symptômes infectieux. Parmi ces patients, 58% avaient des antécédents de pneumonie et 37% avaient des antécédents de dilatation de bronches. Alors, les pneumonies bactériennes sont de loin les plus fréquentes. Elles représentent 63 à 86% des malades chez les malades atteints de DICV. Elles sont volontiers inaugurales et récidivantes, et elles sont dues aux bactéries encapsulées, notamment le Streptococcus pneumoniae et l'Haemophilus influenzae. Elles n'ont pas, comme je l'ai dit, de caractéristiques radiologiques particulières, et la mortalité est surtout due au fait qu'elles surviennent sur des terrains fragilisés, les transplantés, les insuffisants respiratoires chroniques. Alors, on a quand même noté quelques cas sporadiques de tuberculose et de pneumopathie à germe opportuniste, mais c'est surtout chez des patients qui ont un déficit immunitaire T associé. Alors, pour les manifestations non infectieuses, en fait, je les avais classées dans les DDB, je les avais classées dans les manifestations infectieuses, mais quand j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé qu'ils sont actuellement classés dans les manifestations non infectieuses, parce que c'est des conséquences, en fait, de ces manifestations infectieuses. Elles sont secondaires non seulement aux infections récurrentes, mais surtout à l'inflammation dérégulée qui est provoquée par le déficit immunitaire lui-même. La radiothorax, dans ce cas, peut être normale, et devant justement un tableau de bronchorée chronique récidivante avec une radio normale, il faut penser à une dilatation de branche, ne pas hésiter à demander une TDM thoracique. Alors, là, c'est un patient du service, un patient de 20 ans qui avait des infections respiratoires à répétition. Sa radiographie du thorax avait montré un foyer de dilatation de branche basale gauche. Donc, vous voyez, c'est des dilatations kystiques, c'est des clartés à parois fines avec quelques niveaux. Donc, c'est un foyer de DDB en surinfection. Et dans le cadre donc, du bilan de ces dilatations de branche, on a fait donc, le bilan à la recherche d'un déficit immunitaire. Il s'est avéré que c'était un déficit immunitaire commun variable.
Alors, comme je l'ai dit, il faut toujours compléter par une TDM thoracique pour confirmer les dilatations de branches. Souvent elles sont de type cylindrique, diffuse et bilatérale, sans localisation prédominante. On peut avoir une atteinte bronchiolaire associée et parfois des foyers d'atélectasie qui sont dus aux bouchons muqueux ou ce qu'on appelle les impactions mucoïdes. Alors, sur ce tableau, donc, on voit très bien les anomalies tomodensitométriques qui sont observées au cours du déficit immunitaire commun variable. Et on voit très bien que les dilatations de branches sont fréquentes, elles sont cylindriques, donc C, ça veut dire cylindrique. Elles sont cylindriques dans 100% des cas dans l'étude d'Obregan et dans 88% des cas dans l'étude de Feydi, et elles sont également diffuses. Alors, chez le même patient, chez qui donc, on a vu la radiothorax qui montre un foyer de dilatation de branche basale gauche, on a réalisé une TDM thoracique, et bien on voit qu'il y a des foyers bilatéraux, donc de dilatation de branche, et c'est le même patient qui est suivi chez qui on a découvert un déficit immunitaire commun variable. Alors, l'évolution de ces DDB, malheureusement, elle se fait très souvent vers la colonisation par le Pseudomonas aeruginosa, et là, ça marque un tournant évolutif dans la maladie de ces patients. On peut avoir aussi la colonisation par d'autres germes, notamment le staphylocoque et l'hémophilus. Alors, qu'est-ce qui se passe au plan fonctionnel? On peut retrouver de l'obstruction bronchique dans quand même 50% des cas, avec un VMS sur capacité vitale inférieure à 70% et qui est irréversible, associé souvent à une hyperréactivité bronchique. On a trouvé quelques cas quand même d'asthme, mais dont la pathogénie n'était pas claire. C'était de l'obstruction, effectivement, mais avec un mécanisme indépendant des immunoglobulines E. Et donc, on s'est dit que c'était probablement secondaire à l'augmentation de l'inflammation. Justement, non, ça ne répond pas, c'est irréversible, ça ne répond pas au bêta-2 mimétique, avec un trouble ventilatoire restrictif parfois associé. Donc, la troisième manifestation, c'est les pneumopathies infiltrantes diffuses. Alors, et là, je cite la pneumopathie interstitielle lymphoïde, ou ce qu'on appelle la LIP. Alors, c'est une entité assez particulière, elle peut demeurer stable ou progresser vers le lymphome pulmonaire. Donc, le diagnostic est souvent suspecté sur la TDM parce qu'on va voir les lésions assez caractéristiques quand même de LIP, mais la confirmation histologique reste nécessaire vu cette évolution vers le lymphome pulmonaire. Donc, il faut vraiment avoir une confirmation histologique. Le traitement repose sur les corticoïdes et les immunosuppresseurs. On peut avoir également d'autres pneumopathies infiltrantes diffuses, c'est la pneumopathie organisée et les fibroses pulmonaires idiopathiques. Donc là, c'est un tableau radiologique d'une pneumopathie interstitielle lymphoïde. Vous voyez, c'est des images kystiques. Enfin, sur la radio, c'est plutôt des opacités alvéolaires bilatérales. On n'arrive pas à préciser les images kystiques, mais sur le scanner, on voit bien qu'il y a des images kystiques avec quelques nodules, donc sur les autres coupes, et qui font penser à une pneumopathie interstitielle lymphoïde. Sur cette coupe, c'est aussi des nodules en verre dépoli chez un patient de 17 ans ayant un DICV. On voit très bien les nodules en verre dépoli avec quelques lésions kystiques. Et sur la napate, c'est la confirmation. C'est une infiltration lymphocytaire des septa avec des follicules lymphoïdes. Là aussi, donc ça, c'est un tableau de pneumopathie organisée chez une patiente de 35 ans qui est porteuse de DICV. Sur la radio, ce sont des opacités alvéolaires bilatérales. Et sur le scanner, on a ce qu'on appelle les images en lagon. C'est des opacités alvéolaires à disposition sous-pleurale, excavées au centre et qui ne sont pas systématisées. Et elles sont assez caractéristiques des pneumopathies organisées. Là aussi, donc, ce sont des foyers alvéolaires sous-pleuraux avec un anapathe, donc un tissu conjonctif lâche, des multiples cellules fusiformes remplissant la lumière bronchique et une infiltration inflammatoire des parois bronchiques. Donc après les pneumopathies infiltrantes diffuses, viennent les maladies granulomateuses chroniques sarcoïdes-like. Alors ça nous pose vraiment problème, nous les pneumologues, parce que toujours la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment d'une authentique sarcoïdose ou de lésions kystiques témoignant de l'incapacité du parenchyme pulmonaire ou de l'organisme à éliminer certains
agent infectieux intracellulaire. Alors, son incidence est estimée entre 8 et 22%. Elle survient à tous les âges. Elle est beaucoup plus fréquente chez la femme et chez les sujets de carnation noire, tout comme la sarcoïdose. Et elles sont sous-diagnostiquées parce qu'elles sont souvent prises pour des sarcoïdoses. Et là aussi, on a plusieurs cas de sarcoïdose résistante au service et on n'y pensait pas au fait auparavant. Et justement, j'étais en train de parler avec Dr Ngillo, je lui ai dit que ces patients-là qui ont des sarcoïdoses comme ça, résistantes au traitement, il faut penser au déficit immunitaire comme un variable et commencer à faire le bilan dans ce sens. Alors, chez ces patients-là qui sont pris pour sarcoïdose, il faut toujours donc penser au diagnostic de maladie granulomatose chronique, parce que parfois le diagnostic est porté avant celui du DICV. Et ça, c'est le cas de 40% quand même des cas. Et là, ce qui va nous orienter, c'est l'interrogatoire. Il faut rechercher des antécédents d'infections respiratoires à répétition. Alors, l'atteinte respiratoire, dans ces cas-là, est la plus fréquente et les parenchymateuses, plus que donc, médiastinales. On peut retrouver des adénopathies thoraciques, une splénomégalie et d'autres atteintes, notamment oculaires, cutanées, articulaires, parotidiennes. Donc vous voyez que ça simule à tout point une sarcoïdose. L'enzyme de conversion de l'angiotensine est également élevée dans plus de 60% des cas. Donc vous voyez que c'est très difficile de faire la part des choses. Et donc là, sur ce tableau, donc c'est un tableau qui résume un peu les caractéristiques des granulomatoses sarcoïdiennes au cours des DICV. Et on voit que donc là, on voit que l'atteinte thoracique est la plus fréquente. Elle est parenchymateuse dans 75% des cas. Avec 58% des cas, on retrouve des adénopathies. Et bien sûr, on retrouve les autres atteintes. Et là, je voulais... Voilà, donc 30% de ces patients sont de race noire quand même. Et il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors là, c'est une étude de Bouvry qui a comparé 20 cas de granulomatose associés au DICV à 60 cas de sarcoïdose. Et ils ont retrouvé que les éléments qui permettaient d'orienter vers une granulomatose étaient la fréquence des crépitants supérieurs, alors que dans la sarcoïdose, on n'en retrouvait pas autant. Des anomalies TDM spécifiques, notamment les nodules fréquents, le verre dépoli, réalisant parfois le signe du halo, signe qu'on ne retrouve pas dans la sarcoïdose, les micronodules de distribution symétrique et non péribroncovasculaire, alors que dans la sarcoïdose, c'est plutôt une distribution péribroncovasculaire, et les dilatations de branches qui sont retrouvées dans ces granulomatoses associées au DICV et qui ne sont pas retrouvées dans la sarcoïdose. Et également un rapport CD4 sur CD8 qui est peu élevé dans le lavage broncho-alvéolaire, alors que dans la sarcoïdose, il est très élevé. Alors, dans cette même étude, on a vu un peu, donc on a vu donc les deux groupes. Là, c'est le groupe de granulomatose associé au DICV, et là, c'est le groupe contrôle, de sarcoïdose contrôle. C'était majoritairement des patients caucasiens, de race caucasienne. Les infections récurrentes étaient beaucoup plus fréquentes dans le groupe de granulomatose associé au DICV, alors que dans le groupe de sarcoïdose, on n'en retrouvait pas autant. Les maladies auto-immunes étaient également plus fréquentes dans le groupe granulomatose DICV. Et les crackles, ici, ça veut dire c'est les crépitants supérieurs qui étaient retrouvés beaucoup plus dans la granulomatose sarcoïde-like par rapport à la sarcoïdose authentique. Alors, on a comparé également dans la même étude les scanners de ces deux groupes. On a trouvé que dans le groupe granulomatose associé au déficit immunitaire, il y avait des nodules avec un signe du halo, alors que dans le groupe sarcoïdose, on n'en retrouvait pas donc autant. Et la distribution était plutôt périlymphatique dans le groupe de sarcoïdose authentique par rapport au groupe de granulomatose associé au DICV. Une autre étude avait confirmé que certaines anomalies pouvaient permettre de distinguer quand même ces granulomatoses des sarcoïdoses. C'était plutôt les réticulations diffuses qui prédominaient au niveau des bases, alors que dans la sarcoïdose, c'est plutôt les régions supérieures, les nodules de distribution bronchocentrique et symétrique,
les adénopathies, on pouvait les trouver dans les deux cas, et les dilatations de branches qu'on retrouvait plutôt dans le cas de granulomatose sarcoïde-like. Alors, la pathogénie de ces granulomes dans les DICV est incertaine. Elle serait secondaire à une inflammation dérégulée, notamment augmentée par le taux des TNF circulants, plutôt qu'une infection. Alors là, c'est une radiographie thoracique qui montre un aspect de lymphome, ce qu'on appelle un aspect de lymphome hilaire bilatéral, c'est-à-dire c'est des adénopathies à projection hilaire bilatérale, réalisons un aspect de lymphome hilaire bilatéral. Alors quand on voit cette radio, l'image mentale qui nous vient à l'esprit, c'est la sarcoïdose. Le scanner de ce patient, en fenêtre parenchymateuse, on voit qu'il y a des micronodules pulmonaires diffus et sous-pleuraux. Donc là, c'est un cas qui simule à tout point une sarcoïdose pour vous dire que c'est très difficile de faire la part des choses. Donc les granulomes apparaissent comme des nodules sous-pleuraux. Et là, à l'anapathe, ce sont des granulomes sans nécrose caséeuse qui nous posent beaucoup le problème de diagnostic différentiel. Donc même avec parfois la tuberculose, parce qu'il y a des tuberculoses avec granulomes sans nécrose caséeuse. Là aussi, donc, sur le scanner, ce sont de multiples nodules de topographie périlymphatique. Et là, ce sont des adénopathies bilatérales symétriques, dans le cadre toujours d'une granulomatose associée à un DICV. Alors, le traitement n'est toujours pas bien codifié. La substitution par les immunoglobulines ne semble pas avoir d'effet sur l'évolution de ces patients. La corticothérapie systémique est constamment prescrite, parfois seule ou associée à des immunosuppresseurs, mais avec des réponses partielles et rarement complètes. Ensuite, il y a la maladie pulmonaire interstitielle granulomateuse et lymphocytique, ce qu'on appelle le GLILD. C'est un syndrome qui associe les granulomatoses et des lésions lymphoprolifératives type pneumopathie interstitielle lymphoïde ou hyperplasie lymphoïde ou bronchiolite folliculaire. La splénomégalie est quasi constante avec des adénopathies diffuses et des cytopénies. Donc là aussi, le traitement de cette entité n'est pas bien codifié. On donne des corticoïdes par voie systémique sans efficacité prolongée. Et il y a une étude qui parle d'une association de l'azatioprime et du rituximab sur 7 patients avec une réduction des anomalies TDM et une amélioration des paramètres fonctionnels respiratoires persistant quand même à 6 mois. Et le pronostic reste moins bon parce qu'il y a un risque de lymphoprolifération B. Enfin, il y a le lymphome pulmonaire et les cancers, et je parlerai aussi du cancer bronchique. Donc le risque est 10 fois supérieur à celui de la population générale, le risque de développer une maladie, une pathologie maligne. Le risque de développer un cancer est de 2,5 à 8,5%. Et dans la série de Resnick, on a quand même 8% des patients qui ont présenté une hémopathie et 7% qui ont présenté un autre cancer solide. L'hémopathie est la maladie la plus fréquente, c'est surtout le lymphome non-Hodgkinien. Le cancer bronchique n'est pas une complication classique, mais il y a eu quelques cas décrits et quelques cas aussi de lymphome pulmonaire primitif ont été décrits. Donc là, c'est l'imagerie d'une hyperplasie lymphoïde. On voit que c'est des adénopathies sous-carinaires, hilaires, avec des nodules sur les fenêtres parenchymateuses. Donc c'est une hyperplasie lymphoïde à l'anapathe. Là, c'est une imagerie d'un lymphome. Donc c'est des adénopathies médiastinales bilatérales chez un patient de 21 ans ayant un déficit immunitaire comme invariable. Et sur le scanner, il y a des adénopathies de la loge de Barretti et latéraux-aortiques. Alors, le traitement des manifestations respiratoires, il y a le traitement préventif des épisodes infectieux par les immunoglobulines. Et là, donc, le traitement, je crois qu'il va être détaillé, des déficits. Et le traitement des épisodes infectieux par les antibiotiques. Là, je voudrais dire un mot sur l'antibioprophylaxie au long cours, qui demeure toujours controversée parce que ça nous pose vraiment problème. Il n'y a toujours pas de recommandation concernant cette antibioprophylaxie. On donne parfois le cotrimoxazole, l'amoxicilline. Nous, dans le service, on donne surtout les macrolides, surtout dans les DICV associés à des bronchictasies en cas d'infection fréquente. Mais
comme je l'ai dit, il n'y a pas de recommandation concernant l'utilisation des macrolides à dose anti-inflammatoires. C'est des études qui ont été faites sans pour autant qu'on puisse sortir avec des recommandations ou avec un consensus. On se base surtout sur les recommandations de la mucoviscidose. Et donc, on essaie de suivre les mêmes protocoles de la mucoviscidose. Le traitement curatif des épisodes infectieux repose sur l'antibiothérapie probabiliste active sur les germes les plus suspectés, notamment les germes encapsulés. Et puis, elle sera adaptée en fonction de l'antibiogramme. Et puis, il ne faut pas oublier l'éducation des patients et de leur entourage. Il faut les sensibiliser, il faut qu'ils reconnaissent les signes d'infection afin de pouvoir la traiter au plus vite. Le traitement spécifique des dilatations de branches, j'insiste sur la kinésithérapie respiratoire de drainage bronchique, le traitement des infections, des foyers infectieux sinusiens et ORL. Et là, la dose des immunoglobulines sera un peu supérieure à celle des patients sans dilatation de branche pour obtenir le même niveau de protection. Si le patient présente un trouble ventilatoire obstructif, il ne faut pas hésiter à associer un bronchodilatateur. Et la place de la corticothérapie inhalée reste très très discutée parce qu'elle augmenterait, il y a des études qui parlent d'augmentation plus du risque infectieux par rapport aux bénéfices sur l'inflammation. Enfin, j'arrive aux vaccinations. Les vaccins vivants sont contre-indiqués de principe. Les vaccins inactivés ou unitaires peuvent être administrés, mais leur immunogénicité est souvent diminuée, rendant leur efficacité parfois douteuse. La vaccination antipneumococcique et antigrippale, surtout le vaccin inactivé, sont recommandées. Et donc, on n'hésite pas à les demander, à les prescrire chez nos patients porteurs de dilatation de branche. Et bien sûr, les autres vaccinations sont celles recommandées en population générale. Alors, ça nous intéresse aussi, nous les pneumologues, c'est le suivi des complications pulmonaires et extrapulmonaires. Donc, le retentissement de ces dilatations de branches, de ces séquelles, de ces pathologies sur le poumon. Donc, on fait des explorations fonctionnelles respiratoires. Il faut les faire d'ailleurs avec une DLCO au diagnostic, puis tous les 1 à 2 ans, une TDM au diagnostic, puis tous les 4 à 5 ans. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier de guetter les autres complications auto-immunes, néoplasiques, qui doivent faire l'objet d'un suivi régulier. Donc, pour finir, je voudrais juste passer quelques messages. Quand faut-il penser à un déficit immunitaire? Nous, les pneumologues, quand est-ce qu'on pense à un déficit immunitaire? Donc, c'est plutôt devant des signes d'alerte d'un déficit immunitaire chez l'adulte, devant au moins 2 pneumopathies dans l'année, des dilatations de branches ou des bronchites répétées sans cause reconnue, plus de 2 mois de traitement antibiotique par an ou nécessité d'un traitement antibiotique par voie intraveineuse, 2 infections graves dans l'année, plus de 2 otites par an, plus de 2 sinusites aiguës ou sinusites chroniques, des épisodes de fièvre importante inexpliqués, une mycose cutanéo-muqueuse persistante, un cas d'immunodéficience connu dans la famille, des manifestations auto-immunes et ou granulomateuses, des infections virales répétées ou chroniques, et enfin une diarrhée chronique avec perte de poids. Donc, devant ces manifestations, on doit penser à un DIP chez l'adulte, mais quelles sont les caractéristiques de l'infection qui vont qui vont faire suspecter un DIP? C'est surtout devant le caractère répétitif, devant la répétition, devant la chronicité, la rechute après un traitement bien conduit, l'infection inhabituellement sévère. Et donc, je répète, c'est le caractère inhabituel de l'infection, soit sévère par le tableau ou pour le germe responsable aussi, suite à un germe opportuniste, la dilatation de branche. Et nous, donc, à chaque fois qu'on a un tableau de dilatation de branche, on n'hésite pas à demander le bilan à la recherche d'un déficit immunitaire, un antécédent familial de déficit immunitaire primitif, un retentissement important sur l'état général et enfin l'association à d'autres atteintes non infectieuses. Donc voilà, pour conclure, je répète que les manifestations respiratoires infectieuses représentent la complication la plus fréquente et la manifestation la plus fréquente de révélation de ces DIP. Ces DIP, malheureusement, qui restent largement sous-diagnostiqués dans notre pays. Et j'insiste sur le rôle du pneumologue qui doit jouer un rôle central dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces patients. Malheureusement, je souligne l'absence de consensus
codifiées et d'études incluant un nombre significatif de patients. D'où l'intérêt donc de se réunir, justement de cette réunion, pour pouvoir sortir avec des consensus, avec des protocoles standardisés qui devraient très prochainement voir le jour. Je vous remercie.